Saviez-vous que derrière nos smartphones se cache l'un des conflits les plus sanglants et les plus occultés du monde? Dans cet extrait, Juan Branco dévoile la face cachée de la guerre entre la RDC et le Rwanda. Pillage des ressources, millions de morts, cynisme géopolitique. Installez-vous, vous n'entendrez jamais cette histoire à la télé. Je suis parti à Kinshasa, au Congo. Alors, c'est très important peut-être que je vous dise quelques mots sur la situation là-bas. Il y a un conflit qui s'étend depuis maintenant près de 40 ans entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il faut savoir que la RDC est un pays qui fait quasiment la taille de l'Union européenne. Et le Rwanda est un pays beaucoup plus petit, qui est dirigé d'une main de fer par un homme qui s'appelle Paul Kagame, qui dirigeait les forces Tutsi qui ont gagné en 1994 contre le gouvernement Hutu qui était en train de commettre un génocide. Il y a des forces alliées au gouvernement Hutu et une grande partie du gouvernement Hutu qui se sont exilées de l'autre côté de la frontière et qui ont créé un certain nombre de milices pour continuer la guerre contre Paul Kagame, ce qui sert à cet homme de prétexte pour continuer à mettre en œuvre des incursions dans l'est de la RDC pour, au prétexte donc de lutter contre ces milices, en réalité pour se saisir d'un certain nombre de mines, notamment celle de Rubaya, qui est la plus importante mine de coltan. Le coltan est un composant fondamental pour l'industrie électronique et de télécommunications. 70% des réserves se trouvent dans cette région. Et donc en réalité, en quelques semaines d'arrêt d'exploitation, on pourrait mettre à bas toute la chaîne de valeur et donc d'élaboration, de construction, de vente des téléphones, des ordinateurs que l'on consomme. Donc c'est vraiment un lieu stratégique. Et de façon générale, il faut imaginer que la RDC, donc, qui est un pays immense, est aussi l'un des plus pauvres au monde, de sorte que la capitale qui est complètement à l'ouest n'arrive pas à être en contact direct et à approvisionner ses forces militaires qui sont sur le front à l'est. Et donc il y a eu des millions de morts ces 40 dernières années du fait de ce conflit. Et je m'étais rendu à Kinshasa pour assister des victimes. Je devais me rendre à Kinshasa pour assister des victimes de ce conflit qui ont été rapatriées pour être traitées et pour rencontrer un certain nombre d'instances et d'associations qui s'en occupent, notamment la Commission nationale des droits de l'homme. J'avais été, et ça c'est un point qui est assez peu connu, j'avais passé un mois sur la zone de conflit. Il y a, au moment où le groupe armé qui aujourd'hui a pris le contrôle sur tout l'est du Congo, le M23, venait d'être créé. Donc c'était en 2012, c'était après la campagne présidentielle de 2012. Et j'avais passé un mois sur les collines du Massissi. Alors c'est très étonnant parce que ça ressemble à la Suisse, c'est des collines verdoyantes, c'est pas du tout l'image qu'on pourrait s'en faire. Et donc sur le chemin de cette milice qui avait été créée par le Rwanda pour cacher le fait que c'est le Rwanda qui a pris pied au Congo et que donc il y a une violation des frontières et donc une guerre qui est menée contre les autorités congolaises. Il y a des gens qui confirment cette lecture, il y a des institutions, des instances internationales. Là, je voulais présenter de la façon la plus neutre possible. Le Rwanda conteste être impliqué dans le conflit. En réalité, le M23 qui n'est qu'une extension des forces armées rwandaises qui prend appui sur des Congolais, mais qui ne pourrait pas exister et prendre cette ampleur territoriale sans le soutien des forces spéciales rwandaises qui sont en première ligne et qui sont celles qui ont réussi à prendre notamment la capitale du Nord Kivu, Goma, mais aussi Bukavu, ce qui est assez nouveau du Sud Kivu. Et en réalité, ce qui est en train de tenter de faire le Rwanda, et ça c'est intéressant, c'est qu'ils sont en train d'essayer de provoquer un coup d'État à Kinshasa. Donc ils ont récupéré l'ancien président, Joseph Kabila, qui est le fils de Laurent Désiré Kabila. Je ne vais peut-être pas vous refaire toute l'histoire du conflit, mais ça serait intéressant. Laurent Désiré Kabila, qui en fait, dans la suite du génocide rwandais, partant du Rwanda avec l'appui aussi de l'Ouganda, fait un raid sur Kinshasa et prend le pouvoir. C'est documenté tout ça? Tout ça, c'est documenté, oui, c'est vraiment de l'histoire officielle. Quelques années plus tard, il meurt, 4 ans plus tard, et son fils, qui a 27 ans, prend le pouvoir, se fait nommer général, et va rester au pouvoir pendant près de 15 ans, avant de le quitter dans le cadre d'un arrangement avec le président actuel. Et donc cet ancien président, qui avait quitté le pouvoir de façon volontaire et pacifique après avoir fait ses mandats, a décidé de s'allier avec le Rwanda et de devenir sa tête de pont pour reprendre le pouvoir à Kinshasa.
Et il le fait en appui, alors c'est presque, ce serait drôle si ce n'était pas dramatique, avec l'appui de celui qui était le président de la commission électorale du Congo, Corneille Nangaa, qui par ailleurs avait des intérêts miniers très importants dans le sud-est du Congo, au Katanga, et qui a décidé, parce qu'on ne lui avait pas donné ce qu'il voulait, de devenir le rebelle et chef de la section politique du M23. Et en fait, la section politique du M23, c'est la couverture des activités militaires du Rwanda. Et donc, tous ces acteurs se sont réunis et, avec l'appui de Paul Kagame, cherchent à provoquer un coup d'État contre le président actuel de la RDC, qui lui-même, il y a quelques mois, avait subi une première tentative de coup d'État dont vous avez peut-être entendu parler. Il y avait eu des miliciens états-uniens qui avaient été arrêtés et un certain nombre de personnes qui ont été condamnées à mort. Qui s'intéresse à ça? Qui est-ce qui documente les intérêts de X, Y, Z? Est-ce qu'il y a une instance internationale qui va dans le même sens que vous? C'est très important parce que, je vais vous donner un exemple. En fait, ça fait des décennies que c'est un sujet de préoccupation assez hypocrite. C'est-à-dire qu'on a des ONG qui dénoncent le fait qu'il y a un pillage des ressources minières de la RDC et que ces ressources minières alimentent le conflit, premier point. Ensuite, vous avez une réaction institutionnelle de la part des États pour dire oui, c'est vrai, c'est un problème, il faut qu'on corrige ça. L'Union européenne qui adopte des règlements, les États-Unis aussi qui adoptent des sanctions et ainsi de suite, mais qui en réalité ne cherche pas à régler le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, la seule chose que ça produit, c'est un marché de blanchiment des minéraux qui consiste à cacher leur provenance pour continuer l'exploitation. De sorte qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu le principal producteur de coltan au monde, alors qu'ils n'ont pas de mine de coltan. Vous voyez ? Donc la RDC a tenté des actions, par exemple contre Apple en Europe et en France. Le parquet de Paris a classé sans suite à ce stade la procédure qui avait été menée par mon confrère William Bourdon. Et donc on se retrouve dans une situation où en fait il y a une sorte d'inertie qui est construite. Après, il y a une guerre géopolitique majeure sur cette région. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien que qui maîtrise le point de départ de toute la chaîne de production technologique du monde d'aujourd'hui maîtrise tout simplement le monde derrière. Donc en fait, il y a les Chinois et les États-Unis qui sont dans un balai actuellement dans la région. Donc les Chinois en fait avaient pris beaucoup d'influence au Congo sous Kabila. Ils avaient réussi à installer et même quelque part partiellement à stabiliser la production de minerais, notamment dans le Katanga, et à quelque part réparer un certain nombre de difficultés qui a été générées par les entreprises précédentes occidentales. En réalité, très rapidement, des abus similaires ont commencé à s'appliquer. Il faut savoir que une des nombreuses difficultés que génère tout cela, tout simplement que c'est des gamins qui sont envoyés dans les mines pour aller chercher des minerais dans des conditions qui sont parfaitement déplorables. Un des objectifs primordiaux de Trump, c'est de reprendre la main sur ces minerais. Donc il y a des accords qui ont été signés récemment. Et donc voilà, il y a quelques jours, à Washington, il y a eu un premier accord qui a été signé entre le Rwanda et la RDC sous la tutelle des États-Unis, qui est assez flou et qui prévoit notamment la possibilité pour les États-Unis de reprendre la main sur l'exploitation de minerais, mais qui en fait va perpétuer la situation. Pourquoi ? Parce que cet accord prévoit notamment que le Rwanda puisse développer des usines de traitement des minerais, de minerais qui sont exploités au Congo. Donc vous voyez, de facto, en réalité, ce qu'on est en train de légitimer, c'est une forme d'annexion de l'Est de la RDC par le Rwanda. Ce qui pose une question très intéressante, parce que les frontières de la RDC, elles ont été dessinées un soir par le roi des Belges avec ses amis, après la conférence de Berlin et ainsi de suite, et elles n'ont aucune signification, qu'elle soit ethnique, historique ou ainsi de suite. Et d'ailleurs, la colonisation a un rôle très important dans les conséquences qu'il y a eu quelques décennies plus tard, notamment avec le génocide rwandais et les tensions identitaires qui continuent à exister. On pourrait revenir dessus, mais en quelques mots, il y avait une coexistence très organisée depuis des siècles entre les communautés Hutu et Tutsi, où chaque communauté avait une fonction spécifique, et tout cela était organisé de façon traditionnelle, avec toute une série de rituels et ainsi de suite. Et les Belges sont arrivés un peu à la serpe, ont fait n'importe quoi après des Allemands, et ont réussi, et ont quelque part déstabilisé cet équilibre, et ont aussi réifié les communautés. C'est-à-dire que les communautés ont fini par considérer qu'elles étaient déterminées seulement par leur ascendance, qu'elles soient Hutu ou Tutsi, et c'est pareil au Congo avec les Lendu. Donc on est dans une situation où on est en train de purger tout ça, ça va doucement, mais la question qui se pose en réalité, c'est celle du maintien
de l'ordre post-45 et de façon générale depuis la décolonisation, est-ce que ces frontières ont du sens ou pas? Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, qui était président de la France, avait mis les pieds dans le plat de façon particulièrement grossière et vulgaire en disant il va falloir redessiner tout ça, ce qui n'était pas très opportun. Mais en réalité, ce que fait le Rwanda, de facto, revient un peu à ça, c'est-à-dire à annexer une partie du territoire d'un État qui n'a que 5 hélicoptères pour l'ensemble de ses activités militaires et civiles, donc qui n'a aucune capacité à avoir un contrôle effectif sur cette partie de son territoire. Si ce témoignage vous a ouvert les yeux, partagez-le. D'autres chapitres essentiels de l'histoire contemporaine vous attendent sur cette chaîne. Pour comprendre le monde, il faut oser regarder là où personne ne veut aller.